Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Marc Tessier-Dorfeuille, bonjour, président de l'agence Com Public. Bonjour à vous. Jackie Isabello, communicant, ça faisait longtemps Jackie, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. Et Eric Revel, journaliste, éditorialiste. Valérie. Bonjour cher Eric, on vous retrouve les lundis, mardis, mercredis à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. On va évidemment parler du budget. Est-ce qu'il faut un 49.3 rapide? Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver? Les nouvelles taxes évoquées, est-ce que tout ça c'est fait pour animer un peu, agiter la galerie, mais certaines sont pour le moins étonnantes. Les produits sucrés, les chiens, la taxe d'habitation. Bref, beaucoup de sujets. On va y revenir. L'assurance vie, absolument. Plein de sujets. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jackie, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Vous savez que la grande mode chez les hommes politiques, c'est de lire ce livre que nous avons lu dans nos métiers depuis quelques années, qui est le livre d'Aaron Paoli, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, et qui raconte la manière dont ces nouveaux spin docteurs ou gourous spécialistes de la tech et plus mathématiciens que communicants accompagnent, et notamment pas les plus grands démocrates dans certaines démocraties. Eh bien, il y en a un qui vient d'émerger, poussé par les Russes lors de l'élection qui s'est déroulée ce week-end en Moldavie. Et je vous le livre, il s'appelle Ilan Shor, et donc la presse raconte la manière dont il a acheté des votes, dont il en met en place des actions de désinformation pour pousser le peuple moldave à refuser le projet européen qui lui est offert. Voilà, donc ces ingénieurs du chaos continuent de prospérer, et fort heureusement, même si ça m'arrive très souvent de regretter la manière dont le financement de la communication politique est organisé en France. Mais heureusement, on est encore préservé de ça, quoique parfois nous sommes soumis à des campagnes, mais qui viennent principalement de l'étranger. Voilà. Donc Ilan Shor, le dernier ingénieur du chaos. Oui, une réaction, Marc? Une réaction. Les ingénieurs du chaos, malheureusement, il y en a dans tous les pays. Oui. Et aujourd'hui, je trouve que ce populisme est en train d'avancer beaucoup trop rapidement, mais la preuve en est, ça marche, ce qui laisse entendre quand même qu'on a des populations trop manipulées aujourd'hui au sommet par ce type d'ingénieurs. Alors fort heureusement, il a perdu. Il n'est pas arrivé à pousser les Moldaves dans les bras de Moscou pour l'instant. Ouais. Alors moi je voulais juste vous faire part d'un petit sourire, peut-être pas très élégant, mais néanmoins, non, c'est un peu ironique. Vous savez qu'il y a un député LFI qui a été surpris en train d'acheter des drogues de synthèse à un dealer mineur dans le métro. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Tous ses camarades le soutiennent. Donc il a publié un communiqué expliquant que oui, il a été contrôlé en possession de stupéfiants, que c'est de son entière responsabilité, mais que par ces révélations faites par un journal d'extrême droite, à savoir Valeurs Actuelles, il voulait sensibiliser au problème de l'addiction. Et donc Sandrine Rousseau dit « Soutien à notre camarade Andy Karbrat face à l'instrumentalisation de cette affaire par l'extrême droite. Ton engagement politique vient d'une prise de conscience que nos problèmes intimes sont des problèmes politique, ta lutte contre l'addiction est d'intérêt général. » Donc comment, là c'est de la com, c'est vraiment de la com pour le coup, hein, c'est tout le monde vient pour aider, pour... Valérie, non mais c'est vrai, vous êtes mal intentionné. Vous vous rappelez que les députés LFI ont même à un moment sensibilisé l'opinion sur les violences conjugales. Oui, absolument. En frappant leurs femmes. Avec Eric, nous réfléchissons à, comme ça, peut-être faire un peu plus des informations dans les médias, dire tout et n'importe quoi. Alors on va commencer un peu aux États-Unis. Parlez pour vous, Jackie, parlez pour vous. Moi, je ne fais pas de désinformation. Non, mais vous savez, dans le temps, nous, on avait voué beaucoup d'admiration à nos confrères, parce que il faut bien l'avouer modestement, ça nous arrive parfois de devoir imaginer des scénarios un peu de la sorte pour certains de nos clients. Et rappelez-vous, lorsqu'un communicant avait dit à son client « Écoute, on va dire que tu as embrassé une jeune femme dont les lèvres étaient nimbées de cocaïne et tu verras que ta carrière de grand sportif en sera relancée. » Je ne cite pas de nom parce qu'il est encore connu. Voilà. C'est les très mauvais côtés de la rhétorique et d'une certaine forme de communication qui fait du mal à la démocratie. Eugénie Bastier dit
dit donner une baffe à sa femme est un enjeu de soins, de santé publique et d'accompagnement. Tu l'as reconnu, tu es dans un parcours de soins. Reviens-nous en forme. Et Jonas Haddad également qui dit quand un camarade tape sa femme, quand un camarade se drogue, quand un camarade profite d'un logement social, c'est à cause de l'extrême droite. C'est bien connu. Une réaction, Éric, sur cette communication pour le moins hasardeuse. On parle effectivement surtout que le même, je ne sais pas si vous avez le son, mais le même député LFI avait pris la parole pour dire tout le mal qu'il pensait du trafic de drogue, de machin truc. Donc bon, non mais moi si vous voulez, je me refuse maintenant. Vous voyez par exemple, je le redis, mais la députée dont vous parlez, moi je dis Madame SR, parce que moi je refuse à faire de la publicité, à faire du buzz sur le buzz à des gens qui racontent n'importe quoi. Et en l'occurrence Madame SR, députée écologiste, qui prend la défense de ce député LFI, mais nous prend pour des guignols, nous prend pour des abrutis. Mais enfin comment elle peut... Non mais comment? Dans ces cas, vous ne réagissez pas, vous la fermez. Mais attendez, elle sait qu'il est monté au créneau en tant que député pour condamner le trafic de drogue et ceux qui s'adonnent à... Non mais... Non mais moi, voilà, Madame SR, voilà. Et alors le sénateur socialiste Bernard Jomier, pardon, c'est pas drôle, qui est accusé d'avoir drogué une de ses collègues, non? Parce que de son côté, le médecin et sénateur socialiste de Paris... c'est pas le même, pardon, je croyais que c'était le même. C'est pas le même, pardon, alors j'ai rien dit. Bernard Jomier est un sénateur et par ailleurs il est plus sénateur, médecin. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas faire ce que vous avez dit, mais non, il a dit les addictions touchent toute la société, parlementaire et ministre inclus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire? Ça m'inspire que c'est la réalité, il y a plein d'addictions. Oui, mais c'est pas la question, la question c'est pas ça. C'est Joël Guerriot qui avait donné. Ah oui, Joël Guerriot, voilà, j'ai confondu. Attendez, je vous donne la parole au retour, on est obligé de marquer une pause parce que c'est l'heure du journal. Mais je vous donne la parole, vous n'êtes pas censuré sur Sud Radio, à tout de suite. Oui, mais je le sais, merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons à commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Marc Tessier-Dorfeuille, président de l'agence Com Public, Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact, et Éric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio, tous les lundis, mardis, mercredis à 7h25. Auteur de la chanson Parlez-moi d'amour. Voilà, grand matin dans le grand matin Sud Radio. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va parler du budget, on va parler de ces nouvelles taxes proposées dans les combien 3000 combien d'amendements 3700 amendements, la retraite, les députés RN et LFI qui se posent en commission sur la méthode pour abroger la réforme. Bref, beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on continue quand même parce que les soutiens pleuvent pour ce député qui a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants. Il achetait de la 3-MC, donc une drogue de synthèse, à un mineur sur le quai d'un métro. Il s'appelle Andy Kerbrat, ce député, et donc il a les soutiens de toute la France insoumise, des écologistes. David Béliard, parce que je vous rappelle, donc il a publié un communiqué, ce député, pour dire qu'il souffrait d'addiction aux drogues et que c'était une instrumentalisation de l'extrême droite. Et David Béliard donc répond: ce communiqué en dit long sur le retard que nous avons pris en matière de politique des drogues. Le jour où on ne sera plus obligé de s'excuser d'une addiction et qu'on pourra sans honte ni crainte être condamné ou stigmatisé, se soigner, on aura fait un grand pas et on pourra éviter grand nombre de morts. Courage, Andy Kerbrat. Voilà, nous avons aussi Dominique Simonet. Bref, ils sont nombreux à dire courage, Andy Kerbrat, qui n'est donc pas coupable mais victime. Jean-Luc, je vous ai coupé la parole avant le journal. Pas grave. Je vais revenir. Je pense que il y a des sénateurs et députés qui s'y connaissent bien dans l'addiction. Je pense en médecine, et notamment la personne que vous avez citée tout à l'heure. Oui, je m'excuse auprès de lui. Il n'y a pas de problème, je reviens parce que justement... Bernard Jomier qui lutte contre justement les addictions. Est un spécialiste, enfin, il n'a pas que ça comme spécialité, il en parlerait mieux que moi, mais c'est un spécialiste. L'addiction est un phénomène qui ne touche pas que les drogues, mais qui touche un certain nombre d'autres maladies psychologiques et autres, enfin maladies ou difficultés en tous les cas. Voilà. Mais c'est pas le sujet, Jean-Luc, vous vous faites choper en train d'acheter de la drogue, vous démissionnez, vous démissionnez. Vous me positionnez sur quoi? Je suis et je l'ai déjà dit sur cette antenne, je suis pour la légalisation totale et la surveillance et le contrôle, la maîtrise par la médecine, par les gens qui sont victimes d'addiction. Donc, j'ai pas changé d'avis. Je suis pour la légalisation.
voilà, la légalisation extrêmement contrôlée par rapport à toutes les addictions, notamment celles touchant au problème de la drogue. Là, on est sur un problème, une question fondamentale, c'est qu'il existe, tous les jours s'inventent des drogues de synthèse nouvelles. Qui sont difficiles à interdire puisqu'elles ne sont pas connues avant d'être interdites. Bon, voilà. Le danger de toutes ces drogues. Je ne vais pas défendre ce député. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire d'acheter une dose en plein métro. Enfin, bon, tout ça me paraît cohérent, mais je pense que la défense qu'il a est pas très cohérente, mais je pense qu'il s'en aperçoit lui-même. C'est pas de sa faute. Non, mais il y avait un député macroniste aussi qui avait reconnu prendre de la coke après que des photos ont été publiées, mais Emmanuel... Un sénateur aussi. Valérie, je peux faire un petit commentaire. Mais le sujet, c'est pas l'addiction, le sujet, c'est c'est l'exemplarité. Enfin, pardon, vous êtes député, vous prenez de la drogue, vous êtes... Pourquoi les députés, les sénateurs, les élus de la République seraient différents de la population en général? Il y a deux sujets, Valérie. Mais parce que vous êtes en responsabilité. Il y a le sujet. Tout le monde est en responsabilité, chef d'entreprise en responsabilité. Mais moi, je me fais choper en train de prendre de la coke ici, je me fais virer sur le champ. Je me fais virer sur le champ. Ben, évidemment. Il y a deux sujets, il me semble. Il y a le sujet de l'illégalité, vous avez tout à fait raison. Ça doit se traiter de ce point de vue-là. Mais il y a plus grave encore. C'est-à-dire que la politique considère désormais, comme on peut le voir dans certains pays, que la vérité est quelque chose qui est paramétrable. Rappelez-vous, lorsque un certain candidat à l'élection présidentielle est pris dans la chambre 2806 en train de faire des choses répréhensibles, il ne dit pas qu'il est victime d'addiction sexuelle. Quand un ancien député frappe sa femme, il ne dit pas qu'il est victime des violences syndicales. Ce qui se passe, c'est que la vérité est devenue une opinion comme les autres, et donc on procède, et c'est ce qu'ils font en ce moment, comme on le fait en sociologie, et la rhétorique, donc l'art de convaincre l'utilise, c'est le retournement des stigmates. C'est-à-dire qu'on retourne complètement le sujet. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui commet un acte répréhensible, mais il est victime d'une situation sociale. Et ça, c'est très préoccupant, parce que vous avez vu, on devrait trouver ça complètement hallucinant. Les gens qui utilisent ce type d'argument, on devrait même pouvoir les condamner d'une certaine manière. Ça passe dans l'espace public et ça va susciter les commentaires. Et ça, c'est préoccupant au-delà de l'aspect répréhensible que vous avez souligné. Et moi, j'aurais tendance à dire que ça peut faire encore plus de mal de pouvoir triturer systématiquement la vérité. Hein, rappelez-vous, à l'époque, quand un ancien ministre nous disait qu'il était victime de phobie administrative, c'était quasiment un peu le début, ça avait fait rire tout le monde, mais maintenant, derrière ce député, se mobilise une force qui peut retourner l'opinion publique d'une certaine partie de l'électorat. Et ça, c'est préoccupant quand même. Mais le député macroniste, ça n'a pas démissionné, effectivement, comme le dit Véronique, et il siège toujours, mais il est non inscrit. Mais je trouve ça assez lamentable, Éric. Moi, je voulais poser une question à Jean-Luc Benamias, puisqu'on parle de trafic de drogue, de légalisation. Mon cher Jean-Luc, vous êtes à Marseille, hein. Vous avez vu là, vos amis verts veulent ouvrir une salle de shoot à l'intérieur de la basilique. Arrête, Éric. Il y a un très bon article ce matin dans le quotidien local, La Provence. J'ai pas lu alors. Qui remet les choses à plat. Alors expliquez-nous, parce que j'ai pas compris pourquoi les Verts soutenaient l'idée qu'on pouvait ouvrir une salle de shoot à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde. Voilà. Vous voyez, je suis pas. C'est une espèce de fake news. Ok. Écoutez, j'ai entendu Monsieur Hassan, j'ai oublié son nom, en parler. Ce serait très long, parce que il faudrait partir de la base de l'ouverture de cette salle de soins, de cette salle qui a été qu'on essaye d'ouvrir dans certains endroits. Il y en a deux en France, une à Strasbourg, une à Paris, qu'on essaye d'ouvrir dans un certain nombre d'autres villes qui sont évidemment victimes de la vente illégale de produits illicites et souvent extrêmement dangereux. Voilà, donc c'est un débat. Il a failli s'en ouvrir une à Marseille il y a maintenant 6 mois. Il y a eu des protestations, ça a été fermé. Donc il y a une pétition qui a été lancée par un certain nombre de personnes qui était un peu une provocation sur le fait de dire on n'a qu'à le faire ça à Notre-Dame de la Garde. Bon, cette histoire-là est réglée. Bien évidemment que non, il n'y aura pas de salle de soins à Notre-Dame de la Garde. D'accord. Éric, vous vouliez rendre un hommage à Paul Vary, donc ce cycliste de 27 ans, originaire de Saint-Ouen en région parisienne, qui a été mortellement fauché par un meurtrier de la route qui roulait dans une grosse voiture. Ce type, le meurtrier, on va attendre que la justice passe, mais avait été déjà condamné pour différentes violences, menaces, etc.
Et je pense à Paul Varry parce que hier donc avait lieu dans sa ville d'origine à Saint-Ouen. Il était très proche du maire de Saint-Ouen. Il animait différents milieux associatifs. Je pense que ça doit nous interroger quand même tous. Alors c'est pas la cohabitation simplement des vélos, des patinettes et des voitures dans Paris. Non, c'est sur l'ensauvagement de la société. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de rouler sur le corps de quelqu'un, vous imaginez ce que ça veut dire, avec en plus pour ce meurtrier de la route à côté de lui sa fille de 17 ans, ça veut dire qu'en fait il n'y a plus aucune limite, qu'on ait un coup de sang, ça peut arriver, on est dans une société tendue, multifracturée, tout ça est vrai, mais là est-ce que vous imaginez rouler sur le corps de ce cycliste? C'est juste une abjection. Et oui, alors c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, Valérie, c'est un coup d'émotion. Voilà. Alors, pardonnez-moi, mais quand je vois Madame Esser, donc députée écologiste, qui parle d'instrumentalisation concernant ce député et les filles qui s'est fait choper en train d'acheter de la drogue, mais quand Monsieur Yann Brossat, sénateur communiste, dit après ce meurtre routier qu'il faut interdire les SUV, mais pardonnez-moi, si ça c'est pas de l'instrumentalisation ou de la récupération politique, je n'y comprends plus rien. Vous voyez, c'est comme si on disait, il y a une grand-mère, je me souviens, qui avait été tuée par une patinette, donc il faut interdire les patinettes. Vous avez même parfois des accidents terribles entre vélos, donc il faut interdire les vélos. Bon, et puis pardonnez-moi, un fou furieux, un meurtrier de la route, qui soit au volant d'un SUV ou au volant d'une voiture plus petite, il aura sans doute la même réaction. Alors je sais qu'il y a plus d'accidents, parce que peut-être le conducteur dans un SUV se sent plus en sécurité, et peut-être, ça c'est vrai, mais pardonnez-moi, la gauche qui donne quand même des leçons à la terre entière sur la récupération politique. Pardonnez-moi, mais Monsieur Brossat, Monsieur le sénateur, balayez devant votre porte et tout ira bien. Ouais. Jean-Luc, je suis désolé, vous arrivez toujours au moment de la pub. Donc petite pub et vous réagirez après. À tout de suite. C'est bon. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue nos débats. Jean-Luc, vous avez été encore coupé par la pub. Oui, on repart les vélos. Oui. Ce samedi, il y avait des hommages à ce garçon tué sur la route à Paris, à l'appel du mouvement associatif défenseur notamment du vélo, dans plus de 200 villes. Voilà, la réaction qu'il y a eu, relativement populaire, je pèse mes mots, était d'une sagesse absolue. Tout le monde voit bien qu'il faut réussir en ville notamment, à avoir un partage de la voirie. Il y a du travail à faire, il y a de la pédagogie à faire. Je rappelle juste quand même que, évidemment, la voiture est quand même plus meurtrière que le vélo et les piétons. Oui, un piéton, vous avez aussi des personnes âgées qui sont régulièrement renversées à Paris, rue de Rivoli, qui est une espèce de bordel, il n'y a pas d'autre mot, de vélos, de voitures, et souvent les vélos, il y a des vidéos là, qui tournaient hier sur les vélos qui ne respectent pas non plus quand je parlais de pédagogie, Valérie, bien sûr. je parlais de pédagogie globale. Pour tout le monde. C'est-à-dire que sur 100% de personnes qui prennent le vélo, et il y a de plus en plus de villes de France où on utilise le vélo, c'est Marseille tout à fait aussi, globalement, après, il y a un certain nombre de personnes à qui il faut apprendre à partager la voirie. Oui. Bah oui, mais au vélo aussi. En l'occurrence, quand même, ce type était un fou furieux parce qu'il roule sur la piste cyclable. Déjà quand même, sur la piste cyclable, comme beaucoup. Donc là, c'est même pas un problème de... Non, mais... Eric, non mais là on était dans un cas totalement à part. Marc Dorfeuille, oui, je pense pas qu'on puisse faire un cas général de ce qui s'est passé avec ce type, quelqu'un qui est capable de sang-froid, de rouler, de faire une marche avant, une marche arrière. C'est quand même... non, Valérie, oui. Mais vraiment, assez souvent, on se sent protégé dans une voiture, c'est une évidence. Suivre ou pas suivre, comme le disait Eric. Non. Moi, je vais vous dire, j'étais dans un quartier de Paris où je ne vais pas souvent, où il y avait que des vélos et j'avais peur. J'avais très peur. J'avais pas peur pour moi, mais j'avais peur et ça, il y en avait partout, ça arrivait de partout. Je vous conseille aussi la place de la Concorde à Paris. Je la traverse tous les matins. Il n'y a rien de plus stressant que de traverser la place. C'est absolument terrible. Vous avez des vélos qui passent partout. Bref, on va passer, on continue. Les voitures en place de la Concorde, c'était pas stressant ?
Comment ça? Non. Valérie, le droit a une qualification pour ça. Quand on utilise une arme par destination, si on commence à interdire à tous les gens de jouer à la pétanque parce qu'on va dire il lui a envoyé une boule à travers la tronche, il l'a tué et donc c'est dangereux. Bien sûr. Non, mais voilà. ça, je rejoins Eric c'est une arme par destination, la taille de la voiture, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'il faut... Jean-Luc, votre coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur... un peu tardif, je dois le dire, sur le fait que le président de la République maintenant ne veut plus de porte-parole. Ouais. Pendant 7 ans, il avait des porte-paroles partout, des discrets, des non-discrets, il en nommait ici ou là. Voilà, maintenant, quand il prend la parole, il veut plus que de personnes qui répètent ce qu'il a raconté. Voilà, juste, c'est un côté... il a utilisé ça pendant 7 ans, maintenant ça l'agace, il se trouve un peu seul, sans doute. Ouais. On va parler du budget avec vous, Marc. C'était votre coup d'alerte, on va dire. Alors, coup d'alerte sur le rabot que veut faire le gouvernement sur le fonds chaleur et enlever 500 millions d'euros à l'ADEME, c'est une absurdité, c'est un mauvais calcul aujourd'hui et ça pourrait tuer tout simplement la géothermie de surface qui a été lancée il y a 2 ans au Salon des maires. On s'est dit après la guerre en Ukraine, il faut peut-être aller chercher de l'énergie sous nos pieds. En mettant de la chaleur l'été à 150 mètres sous vos pieds, on récupère de la chaleur pour l'hiver et du froid à l'hiver, on récupère du frais pour l'été. Donc on peut demain être autonome en énergie en accélérant la géothermie de surface. Ce fonds chaleur permet de le soutenir. Alors bien sûr les réseaux de chaleur traditionnels, c'est l'État qui lance il y a 2 ans en grande pompe avec Agnès Pannier-Runacher, avec François Bayrou qui était présent. Et aujourd'hui le risque c'est de se tromper. Par ailleurs, 1 euro aujourd'hui fonds chaleur, c'est 4 euros d'investissement. Donc faisons juste un calcul, 500 millions d'euros, c'est 2 milliards aujourd'hui de travaux dans les collectivités locales, ça rapporterait 400 millions de TVA. Bref, il faut absolument le sauver, le soldat ADEME avec ce fonds chaleur, et flécher que 40 millions d'euros sur cette future énergie qui permettra finalement d'apporter sous les immeubles de la chaleur et de l'énergie qu'on n'importera pas, ni du pétrole, ni du gaz. Alors ça nous permet de rentrer dans le sujet budget. Ouais, alors chacun va défendre ses intérêts. Oui, c'est ça. La taxe au chien, on n'est pas d'accord. Non. Si. Non, mais ça fait partie. Ça fait pas ce qu'évoque Marc Tessier. Ça fait partie des différentes pistes. Oui, ça fait partie des différentes pistes. 3700 amendements. Il y en a plein d'autres. Alors, je rappelle que la commission des finances avait voté un certain nombre d'amendements qui ont été tous rayés, puisque Barnier a dit on redémarre de la feuille initiale. Bon, mais tous ces amendements vont revenir dans le débat public. Alors, Monsieur Coquerel, qui est le président de la commission des finances, s'enorgueillit de pouvoir dire vous cherchez 60 milliards. Ben moi, j'ai trouvé 60 milliards d'impôts. Mais attendez. Alors, parmi les pistes, quand même, il y en a qui sont assez inquiétantes. Un amendement qui fiscaliserait davantage l'assurance vie. Je rappelle quand même que l'assurance vie finance la transition écologique, les entreprises et 25% de la dette souveraine de l'État. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que vous fiscalisez davantage l'assurance vie, même s'il y a 1920 milliards d'euros qui sont là. C'est-à-dire que le risque, c'est les Français décollectent, retirent leur argent. Et là, vous avez un problème pour financer 25% de la dette qui a explosé en France. Donc, pardonnez-moi. Puis, ça serait une révolution de l'épargne. Vous avez une nouvelle tranche sur les successions qui était prévue. Vous avez, qui revient dans le débat, je vais pas m'étendre plus que ça, mais vous avez effectivement, ça a existé jusqu'en 1971, un impôt sur les chats et sur les chiens. Alors, ça peut faire rire. L'Allemagne l'a mis en place, ça rapporte 420 millions d'euros par an. Bon. Et puis, je vais terminer mon concours Lépine pour reprendre de la fiscalité, pour reprendre les mots de Michel Barnier. Vous avez aussi, potentiellement, on en discute, il paraît imaginer, le rétablissement de la taxe d'habitation. Donc je vous fais le truc. Si vous rétablissez la taxe d'habitation après avoir augmenté la taxe foncière, alors c'est pas les mêmes qui payent, mais je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que on vous rétablit un impôt après avoir augmenté l'autre parce que les collectivités locales n'ont plus suffisamment d'argent, et les Français vont être perdants sur les deux tableaux. Mais attendez, moi ce que je demande, c'est des réformes de la dépense public. Arrêtez d'emmerder les Français avec les impôts pour pasticher un peu l'aphorisme de prêter à Pompidou. Arrêtez mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte. Surtout, on a l'impression, et c'est un petit peu ce que vous dites, Marc Tessier d'Orfeuille, c'est-à-dire que des décisions, ou en tout cas des propositions qui sont faites sans voir à long terme, sans voir les conséquences, on voit, on va récupérer ça, mais à long terme, ça va avoir des effets. Sauf que ça Jackie, fait, je l'ai
dit plusieurs fois sur votre plateau, Valérie, ça fait, moi, à chaque fois que j'en parle, souvent me regarder un peu de travers. On a une problématique de dette publique qui est trop importante depuis très longtemps. Nous sommes incapables de prendre en compte ce sujet à la hauteur de ce qu'il est. On a eu même à gauche de l'hémicycle des gens qui vous expliquaient que la dette c'était pas grave, qu'on ne la rembourserait jamais. Vous avez même des économistes fervents défenseurs de ce qu'ils appelaient la théorie monétaire moderne qui disait que la dette allait disparaître. La dette ne disparaîtra pas. Donc, Piketty, Zuckman et tout un tas de Estelle Jadot, etc., etc. Ce qu'il faut voir, il faut rendre grâce, je pense, à Michel Barnier parce que le travail qu'il va faire là pendant cette année minimum, eh bien, demain, les futurs candidats aux élections lui rendront grâce parce que personne ne veut s'y coller. Et donc, il va imposer un régime de rigueur et d'austérité qui sont deux termes qu'un politique ne doit pas utiliser, mais qui sera très important pour donner des gages au marché. Les gens rigolent quand on leur parle des marchés, mais la dette française, elle est détenue à 55% par des fonds étrangers. Et si vous commencez à faire tout et n'importe quoi, et notamment lisez ce matin le travail qui a été fait dans l'opinion, pour parler de ce qui pourrait se passer si jamais on revenait sur la réforme des retraites, ça serait catastrophique. Nous sommes endettés, comme n'importe quel ménage ou comme n'importe quel État surendetté, il faut s'en préoccuper. Et le Premier ministre est obligé de regarder dans tous les sens. Alors, là où je rejoins Éric, c'est qu'il faudrait aller scruter un peu plus au sein de la dépense publique, les économies à faire. Mais ce sujet, ça fait des années qu'il aurait fallu s'en préoccuper et il est temps que ça démarre un tout petit peu. Parce que pour l'instant, on n'a quasiment encore rien fait et déjà on hurle et on dit qu'on a mal. Ils ont dit qu'ils voulaient 2 tiers d'économie et 1 tiers de recettes en plus. On ne parle que du tiers qui est en train de devenir beaucoup plus important que prévu, puisqu'en effet, tout le monde est venu à ce débat en commission des finances, rajouter 40 milliards de plus de recettes. Mais les économies, pour l'instant, elles sont en dessous. Personne n'en parle. Et même, par moment, le gouvernement est un peu ambigu, puisqu'ils font une économie de recettes qui est en fait une taxe supplémentaire. C'est une façon de voir la comptabilité, puisque la comptabilité publique et la comptabilité privée, c'est pas la même chose. Effectivement, c'est comme quand on est face à face, je vous tiens la main droite, vous, ça sera votre main gauche. Et par exemple, les allègements de charges, ils n'ont pas forcément la même façon de le comptabiliser qu'une entreprise privée pour les comptabiliser. Mais Marc a raison, c'est indispensable d'aller même beaucoup plus loin. Et je voudrais, et je vais un peu tacler Jean-Luc parce que j'ai pas le plaisir de le voir aujourd'hui sur ce plateau, mais les amis de Jean-Luc Benamias qui vous expliquent par exemple que quand vous voulez faire une économie ou de 100 ou 200 ou 300 millions d'euros, ils vous expliquent 300 millions d'euros, c'est pas avec ça qu'on va résoudre la dette. Si, nous avec Marc, quand on fait un budget dans nos entreprises, on fait des économies partout. 10 euros c'est une économie, 100 euros c'est une économie, 1000 euros c'est une économie. Il faut chercher partout où c'est cohérent. Il faut pas penser qu'avec un seul poste... des semaines sur mon plateau, tout le monde a l'air de savoir ce qu'il faut faire, mais visiblement, Valérie, il y a Daron Acemoglu, qui est donc le prix Nobel d'économie, qui a écrit un bouquin génial il y a une vingtaine d'années. Je vous invite à le lire parce que ça se lit comme un roman. Il explique pourquoi les nations sont prospères ou sont dans la pauvreté. Et il dit une chose, il dit les politiques et les institutions politiques conditionne la bonne exécution de l'économie. Et c'est ce qui se passe pas chez nous, c'est que les hommes politiques ne veulent plus gérer la France comme ils doivent le faire, ces hommes politiques. Ils ne veulent que faire des cadeaux aujourd'hui pour être élus. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Jean-Luc, vous aurez la parole après la pub. À tout de suite. Vas-y Jean-Luc. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est toujours avec vous jusqu'à midi. Alors Jean-Luc Benamias, nous parlions du budget. Alors, je ne sais même pas quelle question vous posez. Je peux rebondir. Enfin, c'est bon. J'entends, moi. La France est endettée, c'est une réalité. Très endettée, même par rapport à au-delà de la moyenne des pays européens, c'est une réalité aussi. Mais enfin, quand un gouvernement et la présidence Macron suppriment à la fois la taxe d'habitation, la redevance télévision, et en même temps n'arrive pas ou ne le fait pas de taxer les grandes richesses dans ce pays, évidemment qu'il y a un déficit qui s'augmente. Alors, c'est un résumé, je fais un résumé très hâtif, mais enfin quand même... Oui, un peu simpliste même. Non, il n'est pas simpliste, parce que rappelons quand même que c'est des cadeaux
la taxe d'habitation, je rappelle quand même que, et heureusement pour eux, les familles les plus déshéritées ne payaient pas la taxe d'habitation. Hein. Les personnes âgées par rapport à la redevance télévision, ceux qui avaient un revenu extrêmement faible, ne payaient pas la redevance télé. Donc on a fait des cadeaux, et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des déficits. Et en même temps, je le répète, c'est pas simpliste non de dire que les milliardaires de ce pays, notre pays a beaucoup de milliardaires, arrivent par le dégrèvement d'impôts et par tous les jeux faisables quand on est d'une grande puissance, à payer à peine 2% d'impôts en finalité. Alors, ça ne répondrait pas à tout, bien évidemment, ce que je dis, mais ça permettrait quand même d'égaliser un peu les choses. Oui, mais Jean-Luc, le constat est assez juste sur la fin. Mais vous savez, l'optimisation fiscale, c'est pas de la fraude fiscale, et l'optimisation fiscale permettra de toute façon à ces gens qui daigneraient encore rester en France, de toute façon de payer relativement moins d'impôts. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les classes moyennes, les épargnants moyens, les PME moyennes qui vont supporter le fardeau de l'augmentation des impôts. Et ça, c'est pas seulement le résultat de la gestion des finances publiques d'Emmanuel Macron. Ça existait aussi sous François Hollande. Hein. Vous vous souvenez combien de dizaines de milliards d'impôts il a augmenté les impôts, même si on nous explique que le déficit était plutôt en meilleur état. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, par lâcheté politique depuis des années, même s'ils vous font le constat en petit comité qu'on n'a plus les moyens d'avoir un modèle social aussi développé, une fonction publique aussi développée. Je rappelle que le gouverneur de la Banque de France, il y a quelques jours, dans une interview, expliquait qu'à service public équivalent avec l'Allemagne, on dépensait 260 milliards d'euros de plus. Et en plus, si j'ajoute, pour des services publics qui ne cessent de se dégrader. Donc, par manque de courage politique, de gauche et de droite, même si depuis 81, les choses se sont accélérées avec l'élection de François Mitterrand. En fait, aucun gouvernement n'a eu le courage de mettre le nez dedans. Résultat des courses, je vais vous dire, le jour où moi, ou vous, Jean-Luc, ou Valérie va recevoir sa feuille de soins en disant « Chère madame, cher monsieur, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de vous rembourser la part sécu qui vous est due sur votre consultation de médecin, de généraliste », eh bien là, les Français prendront conscience. Parce qu'on leur a fait croire, et ça c'est le dernier verre dans le fruit avec Emmanuel Macron, que l'argent tombait du ciel, était magique, et que plus ça allait mal, plus on avait de l'argent qui tombait du ciel. Eh ben non, le courage politique, c'est de faire des réformes et d'arrêter de raconter des conneries aux Français. Et puis parce qu'il y a un problème très important en France, c'est que la culture des Français en matière d'économie, moi je ne suis pas candidat à une élection, donc je peux le dire, la culture des Français en matière d'économie, elle n'est pas suffisamment importante. Il y a une jeune femme qui dirige une boîte qui s'appelle SPAC, elle me pardonnera, j'ai oublié son nom, elle vient de sortir un bouquin pour améliorer la culture des Français en matière d'économie. Et elle dit une chose très très simple. Elle dit, vous savez, en fait, le problème qui est en France, c'est que comme les Français ne s'occupent pas de la constitution de leur retraite, comme c'est le cas dans plein de pays, eh bien, ils s'intéressent beaucoup moins au sujet économique. Et comme quand vous passez toute votre vie à travailler et à faire des choix pour constituer votre retraite, eh bien, on ne peut pas vous raconter tout et n'importe quoi en économie. Mais attendez, et c'est vrai que nous, quand on nous disait, il faut faire des économies, il faut bien gérer, eh bien, les Français ne le prenaient pas forcément. Il y a une autre raison sur laquelle va réagir Jean-Luc. Parce que Emmanuel Macron, là où quand même il faut un peu le tacler, c'est que Emmanuel Macron, lors de sa première campagne en 2017, avait promis aux Français de réduire l'emploi public aux alentours de 140 000, 150 000 emplois. Eh bien, il ne l'a jamais fait, ça. Et ce qui explique en partie l'état des finances publiques aujourd'hui. Il faut que nos connaissances économiques soient un peu plus abouties pour qu'à un moment, on se dise, eh bien... Enfin, qu'est-ce que ça va changer que vous ayez des connaissances plus abouties si on ne prend pas les mesures qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, les gens votent uniquement quand on leur fait des promesses de lendemain qui vont chanter. Non, mais ce qui est vrai, c'est que si les Français avaient une plus grande culture économique, ils se rendraient compte des problèmes qui assaillent l'économie française. Enfin, mais je vais vous dire, il y a une autre raison. Il y a une autre raison, il faut le dire. Moi, j'ai étudié longtemps l'économie, comme vous le savez. Alors, moi, j'ai eu de très bons profs, Jean-Luc. J'ai eu Philippe Herzog, j'ai eu Dominique Strauss-Kahn, j'ai eu Charles-Albert Michalet, j'ai eu Christian Morisson, Philippe Hugon. Bon. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que quand vous regardez des manuels d'initiation à l'économie au lycée, en fait, le biais est toujours le même. C'est-à-dire que l'entreprise est l'endroit où on exploite le travailleur. Il y a une vision marxiste souterraine de l'entreprise dans la façon d'enseigner l'économie
au plus jeune et le plus tôt possible, qui est une évidence. Michel Pébreau, qui est l'ancien patron de BNP Paribas, a passé plein de temps dans les lycées pour essayer d'expliquer ce que c'est. Mais quand vous voyez, dans la tête de la plupart des jeunes, l'entreprise, c'est l'endroit où vous êtes exploité. Vous touchez un salaire, mais qui n'est pas à la hauteur de la force de travail. C'est une vision marxiste des choses. Et cette culture économique-là, non seulement souvent elle est absente, mais lorsqu'elle est présente, elle est biaisée. Et ça, on le doit quand même, mon cher Jean-Luc, à des profs qui parfois ont un biais idéologique très puissant. Voilà. L'inquiétude, c'est corollaire à cela, c'est qu'une majorité des jeunes, demain, ils veulent qu'une chose, c'est être fonctionnaire. Comment on peut faire tourner Alors, il y a un Génération pays Startup Nation. Oui, ça a un peu changé. Dans une majorité, il y en a beaucoup qui veulent la tranquillité, la stabilité. Et oui, il y a eu la promesse des 150 000 qui n'est jamais venue. Il y a aujourd'hui l'autre promesse qui revient à ce qu'avait dit Sarkozy à l'époque, un départ sur 2 à la retraite, parce qu'on n'y arrivera pas avec cette masse salariale qui ne fait qu'augmenter tous les ans de 3%. En 10 ans, c'est 30% de plus. Et encore avec l'inflation, c'est près de 50% de plus sur les salaires. Donc on ne peut plus aujourd'hui avancer comme ça. Les espoirs qu'on peut avoir, c'est que demain l'intelligence artificielle ou le numérique remplace en effet en termes de services publics énormément de fonctionnaires qui seront partis à la retraite. Je ne dis pas qu'il faut diminuer le nombre, mais il faut commencer une immense transition pour un non-remplacement avec une modernisation de nos administrations. Alors, vous allez me dire que c'est très populiste peut-être de faire ça. Il y a eu cette image de cette lampe de chevet qui a circulé sur les réseaux. Comme les enseignants, enfin les établissements scolaires sont obligés de passer par des catalogues qui sont soumis à l'éducation nationale pour acheter leur matériel. Et je vois quelqu'un sur Twitter qui s'est amusé, entre guillemets, à regarder les prix de ces catalogues. Juste un exemple, un iPad, ça coûte 349 € neuf à la Fnac, mais là c'est vendu 562 €. Il a fait l'exemple, il a fait la comparaison avec des trucs vendus chez Jiffy, c'est pareil. Tout est très très cher, support tablette 21 €, une chaise en bois 75 €. Et donc cet argent, ces petits ruisseaux finalement, mis bout à bout, ça fait beaucoup Plutôt beaucoup que d'aller d'argent. emmerder à chaque fois en expliquant pourquoi les autoroutes gagnent de l'argent alors qu'il y a des contrats qui ont été signés, que les contrats sont audités, il faut aller regarder dans ces catalogues-là. Vous avez complètement raison, Valérie, c'est là qu'on va trouver les sources d'économie. Et puis surtout, ça va révéler qu'il y a une espèce d'état d'esprit et surtout une espèce de camarilla qui a dû se constituer, qui est sans doute répréhensible. Faisons un audit sur le service public. Enfin, j'y ai travaillé, vous aussi, Eric. Faisons un audit sur le service public de l'audiovisuel. Faisons des audits sur un certain nombre d'endroits où je peux vous assurer que la comparaison avec le privé serait grandement intéressante. Donc il y a quand même alors c'est peanuts par rapport, peut-être Eric, ce que je dis, je ne sais pas, aux 3 000 milliards et quelques de dettes, mais c'est un état d'esprit. Non, mais il y a un truc qui est très global et qui est très français, qui a été dénoncé récemment par Jérôme Fourquet. C'est qu'en fait, on est à la fin d'un modèle qu'il appelle ethno-consumériste. Je vais être très simple. C'est que pendant des années, en fait, comme on s'est désindustrialisé, les gisements de croissance, c'était, parce que c'est le moteur principal de la croissance en France, la consommation. Donc, le calcul était très simple. C'est que plus vous embauchiez de fonctionnaires, par exemple, plus vous étiez plus ou moins regardant sur l'argent dépensé, plus en réalité, la consommation se portait bien. C'est le calcul qui était fait. C'est-à-dire que vous embauchez des fonctionnaires, ça crée du pouvoir d'achat, ces gens consomment, et donc ça maintient le modèle Fordiste, ça maintient le moteur de la croissance française qui est la consommation. Le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus les moyens d'entretenir ce modèle globalement. Moi, je ne confonds jamais la fonction publique et les services publics. Non. On a une fonction publique qui est quand même pléthorique dans plein d'endroits. Confère la réforme régionale de François Hollande, qui devait normalement simplifier les choses, etc. On n'a jamais embauché autant de fonctions territoriales. Donc je ne confonds pas la fonction publique et les services publics. Ce que les Français voient tous les jours quand vous allez aux urgences, c'est qu'ils payent de plus en plus d'impôts pour ceux qui payent de l'impôt. Parce que là aussi, quand on est pour l'égalitarisme, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi, même de manière symbolique, ce serait un lien social avec la République. Tant de ménages français ne payent pas d'impôt sur le revenu, même symbolique. Même 50 € par an, même 100 € par an. Bien. Eh bien, les Français, pourquoi ils en ont marre et pourquoi le populisme prend de l'ampleur? Mais parce que les Français, ils payent des impôts
Et ils voient leur service public se dégrader de jour en jour. Ouais. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Enfin, on l'a souvent dit. On l'a souvent dit. On va marquer une pause. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que peut faire le Premier ministre. Est-ce qu'il va sortir un 49.3 tout de suite? Est-ce qu'il va attendre qu'il y ait un début de budget? On sait déjà que ça va se terminer en 49.3. C'est à suivre dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va continuer à parler du budget. Donc on a lu effectivement l'interview de Michel Barnier dans le journal du dimanche, interview dans laquelle il évoquait la possibilité plus que possibilité, la certitude de voter le budget avec un 49.3. Mais néanmoins, il veut laisser le débat... qui sert à rien finalement. C'est la politique. Il veut sans doute montrer que les gens du nouveau Front Populaire sont pas des gens raisonnables en matière de fiscalité. C'est-à-dire dire, mais attendez, vous n'allez pas faire ça, ça et ça. C'est ce qu'il a appelé le concours l'épine fiscale dans l'interview au JDD. Donc là, il fait de la politique. Après, si vous voulez, quand j'entends aussi, c'est pour relancer Jean-Luc, quand j'entends les gens de gauche qui disent comment il va faire comme Borne, passer par un 49.3. Mais j'ai entendu Madame Lucie Castet, vous savez, la future ex-premier ministre, qui expliquait que si elle était nommée, elle pourrait passer par un 49.3 avant tout ce micmac. Attendez, mais comment voulez-vous qu'il fasse autrement que passer par un 49.3 ? Alors après, la question c'est, est-ce que le RN dégaine derrière une motion de défiance, de censure. Non, il va obligatoirement y passer. Quand on ne sait pas, il peut laisser filer un tout petit peu le débat. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un débat plus approfondi, différent au Sénat, puisqu'aujourd'hui, les sénateurs reprennent une place qu'ils n'ont jamais eue dans ce pays, et que ce pauvre Premier ministre, il a dû monter un budget en 15 jours, ce qui n'a jamais été vu, et sur lequel il a dit, au-dessus de 20 milliards, je ne prends pas. Donc, en commission des finances la semaine dernière, en effet, Coquerel est allé dire, regardez, on a aujourd'hui un budget acceptable par le nouveau Front Populaire, et pour cause, il y a 40 milliards de plus, et ça a été très très bien dit tout à l'heure, il faut, 1, rassurer les patrons, 2, éviter en effet que les marchés puissent demain sanctionner la France, parce qu'à ce moment-là, on va se reprendre un taux d'intérêt extrêmement fort, et on sera incapable de rembourser notre dette sur ces taux d'intérêt. Moi, ce que je souhaite par contre, c'est que maintenant qu'il y a une majorité relative, on ne fasse pas comme sous Elisabeth Borne, c'est qu'éventuellement le Premier ministre au Sénat reprenne 2 ou 3 ou un amendement par groupe, pour montrer quand même que l'écoute permet de récupérer quelques amendements portés par ceux qui n'ont pas été dans la copie initiale de la feuille de route. Sinon, on va avoir une cristallisation de la vie politique absolument épouvantable. Donc c'est une nouvelle forme, je pense, de gouvernance. Dans cette écoute, le 49.3, il n'aura pas le choix, mais qu'il aille picorer ici et là, comme d'ailleurs ça a été déjà le cas dans l'annonce, sur en effet les petites retraites, ça, il est obligé de le repasser dans son propre texte, sinon ça sera un texte inacceptable. Ouais, Jean-Luc ? Je pense que la situation est à terme. Alors je ne connais pas le terme. 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an. Mais non, parce que c'est contraint. Le vote du budget, c'est contraint par la Constitution. Normalement, c'est vendredi la fin de la partie recette, donc ça ne sera pas possible déjà. Mais merci. Ce qui ne changera rien par rapport à ce que je viens de dire sur la tenue de route du gouvernement Barnier. D'ailleurs, M. Barnier, qui est tout sauf un imbécile, le sait très bien. C'est très courageux ce qu'il fait, mais sa durée de vie est extrêmement limitée. Je le dis et je le répète. Bon, mais néanmoins, il va falloir voter ce budget. Il dépend aujourd'hui, chacun le sait, de la décision du Rassemblement national, donc de Marine Le Pen, de savoir combien de temps ce gouvernement va durer. Non mais expliquons aux gens quand même, c'est très important, on est dans le théâtre de la biche, donc ça va aller à coups d'algarade, les gens vont s'engueuler, mais ce qui se passe là, les groupes politiques seront ravis que Michel Barnier, qui n'a aucune ambition pour 2027, effectue ce travail-là. Il faut faire passer des mesures pour trouver des économies, et au bout du bout, ils vont être ravis. Donc laissons entendre à tel ou tel groupe que c'est scandaleux, que telle mesure va dans le mauvais sens, brandissons mesures de défiance. Regardez, hier, LFI nous avait promis l'apocalypse en introduisant la motion de rejet. Ils l'ont retiré avant le début de la discussion. Donc, on voit bien, on est au théâtre, il faut le dire aux gens. Alors, ce qui se passe, ils veulent laisser Michel Barnier faire le sale boulot et c'est indispensable qu'il le fasse. Le problème, c'est que demain, si ça va un peu mieux, eh bien, les propositions dispendieuses, les cadeaux insupportables seront bandis lors des prochaines
prochaines élections. Et ça, moi, c'est ça qui m'inquiète, vous voyez. Donc, mais là, dans cette loi de finances, de toute façon, Éric, telle qu'elle est, si elle passe, ce sera des impôts en plus pour les Français, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Pour les entreprises, pour les mais ça sera plus. Bien sûr. En fait, on peut même se poser la question suivante, c'est que sur les 60 annoncés par Michel Barnier, c'est 40 de réforme de la dépense publique et 20 d'augmentation des impôts. En fait, on sait d'ores et déjà, je vous donne mon billet, si j'ose dire la formule, je vous donne mon billet qu'en fait, on est exactement sur le contraire. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'impôts et moins de réduction de dépenses publiques. C'est ce que vous disiez. Non, mais qui va payer ? Eh bien, tout le monde. Les entreprises. Bien sûr. Pour l'instant, ce qui est regardez, par exemple, moi je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais les réductions de subventions sur l'embauche d'un apprenti alternant dans les entreprises, dans les PME et les TPE. C'est un vrai sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce que les gamins en question trouvaient souvent des débouchés avec des formations professionnelles qui intéressaient les entreprises, qu'on subventionnait en partie pour qu'ils embauchent des apprentis. Là, on coupe, à mon avis, alors pour le coup, une subvention qui était extrêmement porteuse pour l'économie française et pour l'avenir de centaines de milliers de jeunes. Tu sais, Eric, alors même si ça coûtait très cher, je crois que ça coûtait 2 milliards par an. Il faut pas tout supprimer, mais tu sais que les travaux de Bruno Coquet, qui est le grand spécialiste de ça, a montré qu'il y avait énormément d'argent qui avait été utilisé pour des postes, ou en tout cas le financement de certaines écoles qui n'étaient pas très efficaces. Mais il faut le garder, ça va être conservé. Il faut revoir un peu les choses. Tout le monde va être prêt. Regardez, les baisses sur les petits salaires, les baisses de charges, elles vont être réduites. Le CAE, depuis très longtemps, explique qu'au-delà de 1,5, 1,8 SMIC, eh bien, les réductions de charges, elles ne servent pas à grand-chose. Oui, pardon, le Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon et à Bercy. L'énergie va morfler, les grandes entreprises vont être taxées. De toute façon, il faut les faire, ces économies. Et c'est pour ça que j'insiste bien, le travail que fait Michel Barnier là, eh bien, demain, il sera remercié par tout le monde et il est très utile. Il faut que les gens se disent. Jackie, sauf que c'est pas des économies, ce sont des augmentations de taxes et d'impôts. Oui, malheureusement, les économies ne seront pas faites. À ne pas faire les économies au bon moment, eh bien, in fine, on est obligé de passer par la serpette. Regardez ce qu'on aurait dû faire au lendemain du Covid. Emmanuel Macron aurait dû plus rapidement expliquer aux gens que le quoi qu'il en coûte, c'était terminé. Bruno Le Maire, qui a quand même osé dire à l'Assemblée nationale qu'on reviendrait à 3% de déficit public en 2027, au mieux. C'est une non-maîtrise des processus économiques. Au pire, c'est un mensonge quand même, on le sait très bien. Aujourd'hui, la date de 2029 fait rigoler tout le monde. Lui, droit dans les yeux, face à l'Assemblée nationale, il a dit 2027. Donc, regardez, des attitudes plus raisonnables. France Travail, qui est l'héritier de Pôle emploi et de la NPE. France Travail, aujourd'hui, c'est plus de 50 000 fonctionnaires. Ils ont eu une augmentation de leur nombre de fonctionnaires, qu'on peut comprendre, de 4 à 5 000 au moment des années Covid. D'accord ? Aujourd'hui, il y a quand même moins de chômeurs. On peut mettre ça au crédit de la politique de Macron, même s'il y a beaucoup à redire. Et là, il propose de réduire de 500 postes. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on est capable d'augmenter des effectifs par milliers, et en fait, on a toujours la main qui tremble. Alors évidemment, ce sont des situations personnelles, etc. Tout ça est vrai, mais... Alors, on ne s'en sortira jamais s'il n'y a pas de volonté politique. Je regrette. La peur. Voilà. Alors le libéralisme, ça fait peur à tout le monde. Le libéralisme, c'est pas n'importe quoi, Jean-Luc. Le libéralisme, c'est beaucoup de choses de manière encadrée. C'est beaucoup de choses de manière encadrée. Vous voyez, au Canada, ils ont privatisé des secteurs entiers de la fonction publique, dont le transport aérien. À ma connaissance, il n'y a pas plus d'accidents d'avion au Canada qu'il y en a en Europe. Bon. Ils ont eu des budgets excédentaires pendant des années, les Canadiens. Qu'est-ce qui manque à ce budget, Valérie ? Ce qui est important, c'est que le Premier ministre devrait expliquer que pour favoriser l'économie, il faut développer l'activité. Aujourd'hui, il faudrait unifier les marchés de capitaux au niveau européen. Rien que ça, on a perdu tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous, en France, malgré la situation, on continue d'épargner 18% de notre revenu disponible. Donc les gens vont être ponctionnés par des impôts. Les Français ont peur de l'avenir, ils ont raison. Donc cette épargne qui normalement devrait permettre aux entreprises de se développer et aux entreprises de créer de l'emploi, eh bien elle va être mise dans des poches d'épargne sans risque. Et ça c'est un problème. Les gens n'ont pas confiance dans la manière dont le gouvernement dirige l'économie et donc ils planquent leur argent et c'est cet argent-là qu'il faudrait utiliser pour permettre à l'économie de redémarrer et donc unifier ces marchés de capitaux. On le fera pas et ce serait pourtant la mesure la plus puissante qu'on pourrait prendre pour que dans les prochaines années, eh bien
Et on n'aurait pas le dossier Doliprane à nous expliquer. C'est l'ensemble des pays européens qui devraient unifier leur marché. Pourquoi, Jean-Luc? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin d'être réindustrialisée et la seule manière d'aborder la réindustrialisation en France, c'est aujourd'hui, on se dresse sur ses ergots en disant touche pas à Doliprane, on va en garder 1%. Enfin, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait de l'Europe un grand espace économique industriel. C'est fini. À l'instant, le tweet de Bruno Retailleau. Alors que le narco-banditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy Kerbrat doit tirer les conséquences de ses actes. Bruno Retailleau qui avait expliqué que l'attaque d'un policier serait inacceptable et qui prendrait les mesures, il a sans doute vu la vidéo de ce qui s'est passé à Marseille. C'est bien, mais là il parle du député LFI, mais c'est bien qu'il nous explique comment il va faire pour éviter que les forces de l'ordre soient agressées par le narcotrafic. Absolument. Merci à tous les quatre, très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.